Il est 16h, 44 minutes et 25 secondes, mercredi 3 février 2021. Clarisse Kremer vient d'effectuer le tour du monde en solitaire. C'est la femme la plus rapide du Vendée Globe. Un résultat record pour une édition record à laquelle ont participé 6 femmes, dont 4 qui ont réussi à boucler le tour du monde. Personne n'imaginait que cette Parisienne ferait partie des grandes figures de la voile lorsqu'elle finissait ses études d'HEC à Paris. Tout a commencé à Carnac, sur la côte bretonne, avec des régates d'été. Sur ce plan d'eau, elle découvre la voile et les sensations que procure la navigation. Moi, j'habitais à Paris, en région parisienne, et on allait faire des stages de voile au Yacht Club de Carnac tous les mois d'août avec mes cousins pendant une semaine. Donc c'était rien de très extraordinaire, mais c'est comme ça qu'on découvre. Et ensuite, ce qui m'a vraiment fait découvrir la régate et qui m'a donné vraiment cette passion, je pense, parce qu'avant c'était plus de l'ordre de la découverte, c'était le Trophée des lycées que j'ai eu la chance de faire en classe 8 en 2006 avec un petit équipage de mon lycée. Et à l'époque, je ne savais pas faire un nœud de chaise, mais j'ai appris ce que c'était qu'un parcours banane, ce que c'était qu'un départ de régate. J'ai appris à faire un nœud de chaise. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner au Havre et à Quiberon pendant 2 longues semaines. Et du coup, j'ai appris des tonnes de trucs. Et je pense que c'est vraiment ça pour moi l'élément un peu fondateur de ma passion pour la voile et qui m'a fait me dire « Ah, là, il y a un truc qui me plaît ». Personne ne pouvait imaginer non plus le déclic qui l'amène à un changement si radical lors de l'été 2015. En 2015, en fait, moi j'avais 25 ans et en fait j'avais découvert quelques années auparavant la Mini Transat, donc une transatlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m via celui qui est aujourd'hui mon mari, Tanguy Le Turquet. Et en fait, c'est en suivant ses courses, en le voyant faire la Mini Transat, en suivant tous ses concurrents, ça m'a fait vibrer, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et moi, ce qui m'a donné envie de me lancer dans un projet comme ça, au début, c'était pas du tout pour faire carrière dans la voile, c'était vraiment pour faire la Mini Transat, traverser l'Atlantique toute seule. Moi, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est que j'avais du mal à trouver ma place dans un équipage. À l'époque, je m'inscrivais sur des bourses aux équipiers pour faire les entraînements d'hiver à la Trinité-sur-Mer, des choses comme ça. Et j'avais du mal à avoir l'impression que j'avais des responsabilités sur le bateau. Je faisais plein de choses, mais je stagnais un peu en termes de rôle. Et je me suis dit, avec la voile en solitaire, en fait, forcément, je vais tout apprendre. Et d'une certaine façon, j'aurais gagné mes galons et après, peut-être que je pourrais plus facilement naviguer avec plein de monde et tout ça. Enfin, c'était un peu ça, au-delà du rêve pur de faire une traversée atlantique, il y avait vraiment cette dimension d'apprentissage qui me plaisait bien et je me disais que c'était un peu le truc nécessaire à faire pour vraiment apprendre. À partir de ce moment, sa passion prend toute la place et Clarisse Kremer devient Clarisse sur l'Atlantique. Malgré les difficultés et les moments de peur. Je me suis lancée dans mon premier projet, j'ai acheté un bateau, je n'avais pas l'ombre d'un sponsor, j'avais mis toutes mes économies, mais il y a eu un moment un peu vertigineux où on se lance dans un truc qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc déjà ça fait peur. Après bien sûr en mer, il y a tout un tas de choses qui font peur. La première nuit en solo, je me souviens, j'étais perdue, je faisais le nécessaire pour naviguer en sécurité, mais je n'avais pas vraiment de repères, tout était nouveau. Et donc on avance de peur en peur, de nouveauté en nouveauté, mais je pense que déjà de dire, je trouve que c'est hyper important de dire oui j'ai peur, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter là et que je vais pas continuer et essayer de faire diminuer cette peur et grandir mes connaissances, quoi. Clarisse se sent la force de participer à la régate la plus redoutée au monde, le Vendée Globe. Mais comment a-t-elle pu réaliser un projet aussi ambitieux ? Moi, j'ai certainement pas la prétention d'avoir la recette magique pour avoir la chance d'être accompagnée par Banque Populaire et avoir un sponsor aussi prestigieux. C'est vraiment une chance. Moi, j'ai pas tout maîtrisé dans mon parcours. J'ai été au bon endroit au bon moment. Il y a plein de choses, des étoiles qui se sont alignées pour me permettre d'être ici. Après, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, je me méfie toujours de l'idée de vouloir faire comme un tel ou comme une telle. Chacun a son propre parcours et c'est spécifiquement vrai dans la voile et en plus particulièrement dans la course au large où c'est des carrières hyper variées. Les gens viennent de différents milieux, ont différents profils. Il suffit de voir sur le dernier Vendée Globe, entre les plus jeunes, le plus vieux, hommes, femmes, ingénieurs, commercial, journalistes. Il y a plein de parcours différents.
plein d'éléments de différenciation et donc de vouloir à tout prix faire comme une personne en particulier, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment faire à sa façon, il y a plein d'étapes possibles. Et donc voilà, je n'ai pas la prétention d'apporter un parcours exemplaire ou quoi que ce soit. Mais je suis consciente que j'ai eu de la chance. Et alors après, les mots-clés qui reviennent souvent, c'est pas mal d'enthousiasme, voilà, d'énergie dans ce que je fais, de faire les choses avec envie et surtout moi, un des trucs où vraiment c'est hyper important pour moi, c'est de faire ces projets parce que c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, dans mes tripes, avec une vraie envie et pas parce que ça fait joli ou parce que c'est une carrière qui est comme ci ou comme ça. Et le jour où j'aurai plus cette passion, je ferai autre chose en fait. Et ça, je pense que c'est un élément important. Un rêve couronné par un record, celui de la femme la plus rapide de l'histoire du tour du monde en solitaire sans escale, sans assistance ni ravitaillement. En 87 jours et 2h24. Mais avant Clarisse Kremer, d'autres femmes ont fait parler d'elle avec des exploits à leur époque. C'est le cas de Jeanne Barret au XVIIIe siècle. Cette botaniste française est considérée comme la première femme au monde à avoir traversé tous les océans en bateau. Elle participe à l'expédition de Bougainville en tant qu'assistante botanique, déguisée en garçon pour pouvoir embarquer. Les femmes sur les bateaux ne sont pas coutumes et on dit même qu'une femme à bord, ça porte malheur. Dans le monde de la course au large, des femmes nous font rêver, mais aussi dans d'autres disciplines. Hélène Noës-Mohen vit à un rythme soutenu entre aviron, entraînement, participant à des championnats internationaux de IQ Foil, une discipline qu'elle maîtrise à la perfection, gagnant le championnat d'Europe en 2020 et le championnat du monde en 2020 et 2021. Je viens des Sables d'Olonne en Vendée. J'ai commencé la voile là-bas au club des sports nautiques Sablé et j'ai appris à naviguer là-bas. J'ai fait mes premières armes dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles de navigation et maintenant j'en suis à naviguer au plus haut niveau mondial. Pour avoir un palmarès de ce calibre, il faut avoir certaines qualités et aimer son travail. Mon moteur vraiment à la compétition de haut niveau, c'est vraiment la passion à la base, la passion du sport. Il y a des compétiteurs qui se forment en se disant moi je veux gagner avant tout. Moi ça s'est pas du tout fait comme ça, j'étais juste passionnée de mon sport, je voulais passer le plus de temps à l'eau, essayer de progresser au maximum. Et en fait c'est à vouloir tout le temps me perfectionner et essayer d'aller au bout des choses qui fait que maintenant je fais vraiment de la compétition à haut niveau et j'ai cette envie de gagner en plus. Mais c'est pas parti de là, je pense. C'est vraiment propre à chacun, les qualités qu'il faut pour faire le plus haut niveau possible et être le meilleur sur l'eau. Moi, c'est vraiment, je pense, la passion du coup, qui emmène une certaine détermination derrière à vouloir toujours aller plus loin. Et puis après, il faut de la rigueur pas mal quand on fait du haut niveau, c'est sûr. En plus, dans la voile, on est plutôt moteur de nos projets. On n'est pas du tout dans un cadre et c'est à nous d'aller essayer de pousser chaque curseur de la performance et être capable d'avoir assez de recul sur notre pratique pour orienter la progression. Donc je pense qu'il faut être assez curieux, passionné, avoir l'envie de bien faire, être déterminé. Tous ces efforts sont récompensés et aujourd'hui, en plus de figurer comme championne du monde d'IQ Foil, elle est invitée par l'équipe de France de GP à participer au championnat de Sail GP, un circuit international de catamarans qui volent sur l'eau au moyen de foil avec des vitesses hallucinantes de presque 100 km/h. Je navigue sur différents supports en parallèle. J'ai eu la chance cette année, sur cette saison, d'être embarqué avec l'équipe française CLGP. Donc c'est des courses sur des catamarans à foil, sur les anciens catamarans de la Coupe de l'América. Et donc c'est des bateaux qui vont vraiment à des vitesses impressionnantes, qui peuvent aller jusqu'à 50 nœuds et qui se courent du coup en équipage sur des plans d'eau avec des parcours où il y a beaucoup de croisements entre les bateaux. Il y a 8 équipes nationales qui s'affrontent et sur des courses à pleine vitesse et puis avec beaucoup de rebondissements. Avec cette GP, on a couru un peu sur tous les plans d'eau de la planète. On a démarré aux Bermudes. Ensuite, il y a eu tout un parcours européen où moi j'ai pu aller sur les étapes en Italie et en France à Saint-Tropez. Et là, on enchaîne avec l'étape à Sydney en Australie. En 2021, 96 036 filles sont inscrites dans les clubs de voile en France. Il y a des femmes de tous âges et tous horizons qui toutes adorent les sensations que procure la voile.
Mais qu'est-ce qui est si important lorsque l'on fait partie d'un club ? Le club, ça permet matériellement déjà d'avoir un bateau si on n'en a pas. Donc nous, c'est pas notre cas parce qu'on a un bateau. Mais sinon, ça permet d'avoir des outils, des moyens matériels déjà. Des conseils, des entraînements. Voilà, c'est convivial parce qu'à l'intérieur du club, évidemment, on se rencontre aussi. Donc pour aussi participer à des régates, c'est intéressant d'être inscrit à un club. Et puis il y a la licence aussi qui fait que de toute façon, on est obligé d'être un peu attaché à un club nautique. Dans les clubs français, des moniteurs permettent aux nouvelles générations qui découvrent la voile de tester des supports variés. Cela permet de définir ce que l'on aime le plus et c'est aussi un moyen de donner par la suite le meilleur de soi-même dans une discipline. Dans cet esprit, la FF Voile organise un stage pour les filles de toutes les régions de France. Alors la finalité, c'est d'essayer de repérer les jeunes filles qui pourraient éventuellement intégrer une structure d'entraînement, voire en partant d'une structure régionale, et essayer de maintenir un lien et un suivi auprès des entraîneurs de clubs qui ont l'habitude de les avoir quand elles en ont, ou des parents, quand c'est les parents qui s'en occupent ou qui sont plus sur l'activité. Alors là, on a vraiment des profils complètement différents. On a des profils où elles sont quasi seules dans leur club au milieu d'une activité masculine, et puis il y en a où elles sont déjà plus ou moins identifiées dans des groupes mixtes et où on connaît déjà un petit peu ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait. Et il y en a, voilà. Donc on essaye d'évaluer un petit peu leur qualité, voir un petit peu discuter avec elles de leur projet, si elles en ont un, les informer sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Et puis ensuite, c'est d'être derrière, opérer un suivi avec les entraîneurs qui les suivent dans leur région, leur club. Et le résultat est positif. Candice est enchantée d'avoir pu profiter de cette opportunité. Ça m'a permis de tester ce que j'ai pas forcément pu tester à Cannes. Et du coup, ça m'a permis de faire un peu un tri, de dire ça j'aime plus, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop. Et du coup, de pouvoir mieux choisir ce que je veux faire plus tard. Par exemple, on a testé l'habitable. Et l'habitable, c'est beaucoup plus proche des bateaux de course au large, par exemple les mini-catamarans. Donc ça permet déjà de découvrir des supports plus proches de ce que je veux faire. Après, si les moniteurs, ils ont beaucoup d'expérience. On a des moniteurs qui ont entraîné des navigateurs professionnels. On a des moniteurs qui sont allés aux Jeux Olympiques eux-mêmes. Enfin, on a des moniteurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est dans l'un de ces clubs, comme beaucoup d'autres filles, que la carrière d'Aloïse a commencé. Ce qu'elle ne savait pas au début, c'est que son formateur deviendrait son équipier lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Un rêve qui devient réalité. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite, donc réussir d'abord à se qualifier, c'était vraiment une très grande fierté. Et, par contre, l'objectif, c'était pas seulement de se qualifier, c'était vraiment d'aller chercher une médaille là-bas. Et c'est vrai que ça a été un vrai aboutissement de revenir de Tokyo avec cette médaille olympique. Ça a été une grande fierté de pouvoir partager ça avec le grand public, mais surtout avec mes proches, avec les partenaires et tous les gens qui suivaient mon parcours depuis des années. On va aux Jeux Olympiques pour défendre les couleurs d'un pays et c'est une grande fierté de représenter la France. Il n'y a qu'à travers le sport qu'on arrive à procurer ces émotions et à partager autant de belles aventures avec le grand public, avec nos proches, avec nos partenaires. Donc c'était un grand moment et une grande fierté de pouvoir partager ça avec tout le monde. La France est l'un des rares pays où les jeunes peuvent concilier études universitaires et pratique intensive du sport de haut niveau, comme ce fut le cas d'Aloïse. Et en plus, elle peut continuer à s'entraîner tout en ayant un travail à mi-temps. C'est important pour moi d'avoir ce double projet d'un côté sportif et d'un autre côté professionnel en entreprise pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, d'un point de vue financier, c'est indispensable, ça me permet de gagner ma vie. Ensuite, ça m'apporte vraiment un équilibre dans ma vie personnelle et sociale. Je garde un pied dans la réalité, je suis connectée avec le monde réel, avec le monde de l'entreprise. Et aussi, ça me permet de préparer plus sereinement mes Jeux Olympiques en étant plus sereine sur l'après-sport de haut niveau, parce que c'est aussi le risque de laisser dormir un diplôme, des études pendant plusieurs années, rien faire pendant 10 ans et se retrouver à la fin de ces années sans son métier derrière. Parfois ça peut être un peu angoissant, après c'est vraiment propre à chacun, mais moi ça fait vraiment partie de mon équilibre et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que je voulais vraiment faire en même temps que mon projet sportif. 2024 est une année clé pour les sportives françaises. Les JO se dérouleront en France.
La première fois que la capitale française reçoit cet honneur, c'est en 1900. Cette année marque aussi la première édition ouverte aux femmes et la voile y devient une discipline olympique. À Paris en 2024, les femmes gagneront du terrain. Le CIO a approuvé la proposition de la Fédération française de voile de créer des équipages mixtes sur les dériveurs de type 470. Alors là, les JO 2024 arrivent très vite. C'est des jeux en France. On vit ça qu'une fois en général dans une carrière sportive de pouvoir avoir des jeux dans son pays. Donc on n'a plus que 3 ans avant les jeux. Pour moi, ça va changer un petit peu parce que ma discipline évolue, elle passe en mixte. Donc voilà, je viens de créer un nouvel équipage avec Kevin Péponnet et j'ai déjà hâte d'y être. Il va falloir se batailler pour se sélectionner et ensuite, comme pour Tokyo, l'objectif c'était pas seulement la sélection mais bien sûr d'aller chercher une médaille là-bas, donc il va falloir se donner les moyens que ça marche, de créer un nouveau projet solide pour aller chercher une médaille à Paris 2024. Le souhait de World Sailing, Fédération mondiale de voile, de rendre la voile un sport 100% mixte, est le même que celui de la FF Voile. Christine Courtois est la vice-présidente de la FF Voile en charge de la mixité. L'origine du projet, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait des filles qui ne prenaient leur licence que pour naviguer sur une seule épreuve dans l'année, qui est la Women's Cup. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage parce qu'elles avaient beaucoup de plaisir sur cette épreuve-là et qu'après, ça s'arrêtait. C'était un one-shot. Donc on leur a proposé, après les avoir rencontrées sur ce type d'épreuve, de créer un circuit féminin. Et ma foi, elles ont bien adhéré tout de suite parce que l'année dernière, on a eu 3 épreuves. On a aussi, 3 clubs en France qui se sont positionnés. Et donc, avec un réel engouement, je prends l'exemple de Brest par exemple, on avait en moyenne 7 équipages. L'année dernière, on en a eu 21. Un des projets mis en place est une série de régates 100% féminins. Il y a de plus en plus de filles qui s'amusent en équipage féminin et mixte, comme c'est le cas de Gaëlle, qui embarque souvent le week-end avec ses collègues de travail, tous des garçons. Avec les garçons, ça se passe très bien. Ils sont attentionnés aussi parce que c'est vrai qu'ils avaient un niveau supérieur au mien quand j'ai intégré l'équipage. En fait, peut-être qu'il y avait moins de... C'était plus apaisé l'ambiance sur le bateau. Ils osaient peut-être moins se dire fortement les choses. Donc ça a créé peut-être plus de cohésion parce qu'il y a une meilleure communication sur certains points, en tout cas dans les manœuvres lors des régates. Mes parents étaient agriculteurs, donc je ne connaissais pas beaucoup le milieu de la mer. Malgré tout, je suis née en Bretagne, donc très attirée par tout ça. Et en fait, j'étais partie je me suis inscrite en fait à une croisière sans connaître le monde de la voile, mais c'était une croisière où on pouvait apprendre en fait justement à naviguer. Donc ça a commencé comme ça. Et puis en fait, j'avais un skipper très intéressant qui m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était le déclic. J'ai trouvé des gens sympas, passionnés. J'aimais en fait aller dormir parce que c'était une croisière itinérante, donc aller dormir sur les pontons, dans les ports, écouter les histoires de marins, ça m'a vraiment plu. Ce qui me plaît quand je fais de la voile, c'est vraiment les sensations, la compétition, le fait de vouloir s'améliorer de plus en plus sur chaque manœuvre, un peu plus. Voilà. Après, c'est les sensations, le dépassement de soi-même aussi qui est vraiment super. Et puis les paysages, le fait d'être comme ça en lien avec la nature, j'adore. Sur tous les pontons du pays, on voit de plus en plus de filles participer à des régates 100% féminins, comme c'est le cas lors des WLS Trophy, un événement nautique avec des régates prévues dans beaucoup de régions en France. C'est vraiment une parenthèse dans un moment de loisir. La voile, c'est quand même moi j'adore ça, c'est un bon échappatoire au quotidien. Sur ce genre de régate, c'est vraiment génial parce que c'est une fête tout au long de la journée, tout le monde a besoin de quelque chose, on s'entraide. La première fois qu'on a fait la régate, c'était à Pornichet. Il y avait des dizaines et des dizaines de gars qui étaient là pour nous griller nos bateaux. Alors ça a bien rigolé parce que forcément c'était chouette quoi. Mais voilà, des belles rencontres. Moi depuis une année là, on a fait des très très belles rencontres. Lors de ces régates, ce sont les femmes qui dirigent. On les retrouve aussi à un autre poste tout aussi essentiel avec le rôle d'arbitre. C'est le cas de Claire, à Cherbourg. Bizarre, bon comité.
C'est bon, je vais donner la bouée frite à Balou, il va venir mouiller la ligne d'arrivée. Président de comité de course, ouais, c'est une grosse responsabilité parce que du coup toute la course elle dépend pas intégralement de nous, mais c'est nous qui sommes responsables du départ, de la mise en place du parcours. Donc ouais, il y a un petit peu d'enjeu. Amélie Grassi a commencé à naviguer à La Rochelle lorsqu'elle était petite fille. Aujourd'hui, âgée de 25 ans, c'est l'une des navigatrices les plus prometteuses de la course au large. Et elle est à la barre d'un grand bateau de plus de 12 mètres de long qui est à la pointe de la technologie. Ça, c'est mon classe 40, la Boulangère Bio. C'est un bateau de 40 pieds, donc il mesure 12 mètres 18. Il fait 4 mètres 50 de large environ et il a 3 mètres de tirant d'eau sous l'eau. Et voilà, c'est un des derniers nés des classes 40, donc c'est un bateau à la pointe de la technologie et un des plus rapides de la flotte. Mon bateau comme ça paraît un peu impressionnant parce que c'est un gros bateau, 12 mètres c'est beaucoup, alors on se dit qu'en solitaire c'est quand même un exercice un peu compliqué. Puis on voit un peu plein de ficelles et de systèmes partout. En fait, c'est impressionnant de prime abord, mais après quelques entraînements et un peu de boulot, on le prend vite en main et rapidement on a l'impression de naviguer comme sur les petits bateaux sur lesquels on a appris à faire de la voile. C'est simple, il y a une grande voile, une plus petite voile, elles ont leurs écoutes, leurs drisses, mais c'est assez ergonomique et intuitif. Donc au final, tout est un peu plus gros, il faut prendre le temps de faire les manœuvres et de démultiplier les efforts, mais c'est super accessible. Ça, c'est le poste de veille. Donc moi je passe beaucoup de temps en solitaire ici parce que le bateau sous voile va souvent avancer tout seul grâce au pilote automatique qui est un ordinateur qui le dirige à ma place. Et pendant ce temps-là, moi je peux me concentrer sur la météo, la stratégie, la route que je veux faire. Et par cette petite fenêtre, j'arrive à contrôler ma route, les collisions s'il y a d'autres bateaux qui passent. Et par la fenêtre du haut, j'ai une vue en permanence sur les voiles de mon bateau pour pouvoir les régler et aller plus vite. En 2021, elle a fini la Jacques Vabre, une des plus importantes régates transatlantiques. Sur les grandes courses, souvent on a une grosse partie du parcours qui se fait au portant, donc avec des grosses voiles d'avant qui nous permettent d'atteindre les vitesses maximales du bateau. Et dans ces cas-là, voilà, on a des fourmis dans le ventre, des sensations incroyables de glisse et de liberté au milieu de l'océan à glisser comme ça avec une machine de course. C'est vraiment voilà, super excitant et c'est là qu'on a les montées d'adrénaline incroyables à diriger nos bateaux et foncer. Au final, marin en course large, c'est plus large que juste naviguer, hein, parce que avant de pouvoir naviguer, il y a beaucoup de travail. Du coup, il faut déjà être chef d'entreprise, et puis un petit peu comptable, et puis un bon communicant, et puis un bon marin. Et bon marin, ça veut dire aussi être un peu météorologue, un peu bricoleur. Alors voilà, moi c'est plein de compétences que j'avais pas forcément avec ma formation de juriste, mais c'est aussi ça qui fait tout l'intérêt du métier, quoi. C'est hyper intéressant pour moi de me lever tous les matins en sachant que je vais apprendre à bricoler, à manager, à créer, à aller vite. Voilà, c'est plein de facettes qui rendent l'exercice super intéressant. Tout se met en place, grâce aussi à l'expérience des meilleurs. Car dans la voile, les navigateurs ont la réputation d'aimer partager leur passion avec les plus jeunes. Le milieu de la course au large, c'est assez sympa parce que souvent on est bien accueillis par les anciens ou par les marins plus expérimentés. Et voilà, je sais que j'ai eu l'opportunité de naviguer et d'échanger avec plein de marins dont c'est le métier depuis longtemps. Et eux nous transmettent beaucoup de savoir, de petites astuces, de ressentis. Et tout ça, ça aide, je pense, les jeunes à se lancer et à avancer. Et c'est vraiment plaisant parce qu'on se sent toujours assez bien accueillis. Et il y a plein de navigateurs qui sont contents de partager leur retour d'expérience et qui accordent beaucoup d'importance à la passation vers les nouveaux marins. Donc c'est assez sympa, ouais. Je dirais pas que c'est facile de devenir un marin professionnel, mais en tout cas c'est accessible de devenir un marin professionnel. C'est pas quelque chose qu'on sait faire de base, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école non plus. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir envie de faire déjà, parce qu'on sait que c'est des conditions de vie à bord et d'engagement qui sont conséquentes, donc il faut avoir l'envie. Et avec l'envie, après, on apprend plein de choses. Moi, à chaque fois que je pousse une porte, je découvre des trucs incroyables, etc. Donc voilà. Je dirais pas facile, mais tout à fait accessible parce que moi je savais rien faire de tout ça, je savais pas bricoler, je connaissais rien à la météo et voilà, tout ça, ça s'apprend.
Femmes de tous les âges et tous niveaux profitent, s'amusent comme des poissons dans l'eau et aujourd'hui plus que jamais, les femmes sont présentes sur tous les pontons pour marquer l'histoire de la voile féminine ou simplement pour profiter d'un bon bol d'air en naviguant sur l'eau.